Le RIC Toxin, Fabrice Grimal, Toxin Plus. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition du référendum d'initiative citoyenne version Toxin, le RIC de la semaine, l'occasion pour vous qui nous regardez chaque semaine de prendre position sur les sujets qui importent réellement pour les Français, ceux qui feraient l'objet d'une question référendaire si les Français disposaient du RIC. Aujourd'hui pourtant je vous inviterai pas à voter pendant cette émission, ni à départager nos invités qui, s'ils ne sont pas d'accord sur tout, mettent tout de même une bonne partie de leurs convictions de côté pour promouvoir avant tout la démocratie directe, avant tout des procédures et des méthodes qui permettent l'épanouissement de tous les débats de fond et une vie politique recentrée autour du peuple qu'elle n'aurait jamais dû trahir. Et j'ai eu le plaisir de croiser dans nos pérégrinations communes tous les participants de ce soir. C'est donc de sources sûres, en tout cas de première main, que je peux vous dire qu'ils ont tous très bien travaillé leur sujet, et ce depuis de nombreuses années. Ils seront 3 finalement avec nous ce soir pour entrer dans le détail de cet acronyme qui nous sert de titre pour cette émission, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Pourquoi, comment, avec qui, et plus largement les solutions proposées par les diverses associations citoyennes comme la désignation d'assemblées constituantes, le domaine de prédilection de notre premier invité, Hugues Debotte. Bonsoir. Bonsoir. Tu es juriste en droit international et en droit constitutionnel, ancien gilet jaune constituant, que tu arbores fièrement ce soir, membre de l'association pour une constituante de l'ami d'André Bellon et de l'assemblée constituante locale de Carmaux, ta ville dans le Tarn. Philippe Murer avec nous aussi, bonsoir. Bonsoir Fabrice, bonsoir à tous. Tu es le fondateur et dirigeant du mouvement populaire citoyen, le MPC, qui s'est doté d'un programme de gouvernement avec une grande partie démocratique inspirée des Gilets jaunes aussi et donc centrée autour de nos fameux référendums. Et enfin, Frédéric Bascugnana. Bonsoir Fred. Bonsoir à vous et veuillez me pardonner d'être en voiture. J'ai besoin à un moment donné qu'on discute très sérieusement d'un projet d'émission pour Toxin. C'est un RIC sur le déficit français de nounou. J'ai une nounou qui m'a lâché et je suis atrocement désolé, mais je dois me rapprocher pour faire l'émission de l'endroit où je vais devoir récupérer mon fils à 19h. Mais je vais bientôt m'arrêter et être dans le silence. Voilà. On a tous des enfants, on sait ce que c'est, mais tu es là Fred, c'est l'essentiel. Tu es entrepreneur, fondateur du PIC, Paris de l'intelligence collective. Mouvement qui prône, entre autres, une république référendaire avec de nouvelles méthodes inspirées de l'Athènes antique, notamment on en avait parlé. Je recommande d'ailleurs aux internautes ta récente interview aux côtés de notre ami Alexis Poulain sur la chaîne Thinkerview. Je crois d'ailleurs c'est la dernière en date sur Thinkerview. Merci à tous les 3 pour votre présence ce soir. Alors, nous aurions dû être rejoints par Clara Heger et son mari, Raoul Magny-Berton, prof de fac, créateur de l'association Espoir RIC, qui défendent le RIC constituant. Mais bon, vous allez voir, c'est très significatif, ils nous ont planté à la dernière minute. Ils exigeaient le double du temps de parole de vous autres pour présenter la même idée qui est, je le résume à leur place, j'essaie de le faire bien, la primauté du RIC constituant. Comme en tout cas moi je l'ai compris, le RIC constituant est uniquement celui-ci, vu comme un peu comme une martingale absolue, la réponse unique à tous les problèmes. Moi je suis pas spécialement d'accord avec cette idée. Je la trouve même assez largement faible et insuffisante, mais je les invitais néanmoins par pluralisme pour que tous les points de vue soient exprimés ce soir. Et je leur aurais donné évidemment le même temps de parole cumulé qu'aux autres invités. Mais exiger le double pour une idée aussi limitée, c'est trop demander, Raoul et Clara. Excusez-moi. Comme m'entendre dire que ces deux-là sont les seuls à avoir écrit sur le sujet et en débinant au passage les autres invités de l'émission, ce qui est inacceptable. J'ai eu un regain de tendresse coupable pour les Thénardier de la clique du RIC, comme l'appellent tous ceux qui ont eu affaire à eux, n'est-ce pas Hugues? Cette petite coterie qui prétend monopoliser l'idée pour elle toute seule. Leur comportement m'a prouvé une dernière fois que c'était une erreur, on ne m'y reprendra plus. Et comme d'habitude, ce sont ceux qui semblent les plus radicaux sur la démocratie qui la pratiquent, hélas le moins, mais bon, ça vaut pour beaucoup de domaines. Alors je rappelle à ceux qui nous regardent qu'il n'y aura pas de vote ce soir. N'hésitez toutefois pas à nous envoyer vos propositions de RIC pour les prochaines émissions via notre site ou nos réseaux sociaux. Notre site, toxin-media.fr/nous, c'est le lien pour activer votre ligne directe avec Toxin et pour, si vous le souhaitez, nous soutenir pour produire cette émission et toutes les autres de Toxin, les matinales, l'émission de Berkoff et Toxin près de chez vous. N'hésitez pas à vous abonner, à nous faire un don régulier, car c'est ça qui nous aide et qui nous permet de nous projeter dans l'avenir. Si vous n'avez pas encore liké cette vidéo, cliquez sur le pouce, n'hésitez pas, c'est gratuit et ça rend un grand service de référencement sur YouTube. Alors, on va rentrer dans le vif des sujets de ce soir. Chacun présentera d'abord ses grandes lignes démocratiques et puis on rentrera dans le débat. N'hésitez pas à vous interrompre dans la mesure du raisonnable, d'accord? Je veux un débat vivant sur le dossier. Des différents types de RIC possibles, des assemblées constituantes, et on en profitera, si vous le voulez bien, pour dresser un premier bilan de l'expérience de cette émission, parce que c'est une expérience, le RIC de la semaine, voilà, on a joué le jeu déjà depuis plusieurs mois. Alors, allez-y, on va commencer par Hugues. Hugues, à toi.
Bonsoir, merci Fabrice de l'accueil et bonsoir. Alors celui qui est dans sa voiture avec son bébé, je connais pas, mais Monsieur Murer, on s'est croisé à Dijon lors des débats à Dijon. Alors tu as dit j'ai été gilet jaune position. Gilet jaune toujours. Gilet jaune un jour, gilet jaune toujours. Gilet Ouais. jaune, bien sûr. Mais c'est vrai que avec les amis de Carmo et tous ceux qu'on a pu rencontrer, on a muté plus dans le constituant. Alors ça vient d'où cette idée ? Dans un premier temps, entre les confinements, déconfinements, et notamment avec notre ami André Bellon, on avait pris la route pour aller prendre la température sur la crise des institutions, aller voir les citoyens un petit peu partout dans le pays. Donc quand on avait le temps, en dehors du travail, etc., on a voyagé en Bretagne, dans le Grand Est, en Occitanie, un petit peu partout. Et on a pris la température pour savoir ce qui se passait, qu'est-ce que voulaient les gens, qu'est-ce qu'ils pensaient de changer ou de garder la Constitution, comment on pourrait le faire, etc. Donc depuis cette période-là, il y a eu effectivement beaucoup d'observations, d'expériences, de tentatives. Il y a aussi le regard sur tous les mouvements qui, tous les 6 mois, de nouvelles revendications citoyennes qui montent et puis qui redescendent comme un soufflet. Et puis à un moment donné, on s'est dit on va prendre le taureau par les cornes. Et on va créer initialement une assemblée citoyenne, mais en fait, on a plutôt muté sur constituant, parce que citoyenne, c'est utilisé plutôt pour la démocratie participative un petit peu partout. Et on s'est dit, on va faire une analyse plus juridique et technique pour élaborer un dispositif technique, une boîte à outils disponible à tout le monde. C'est-à-dire qu'on va pas préjuger de ce qui va va sortir de ce dispositif, mais on met au moins à la disposition des citoyens un moyen de se retrouver autour de la table et de commencer à travailler légalement et juridiquement légalement le prochain projet de constitution. Donc déjà, c'est une expérimentation et la première assemblée constituante locale est née à Carmaux au mois de janvier. Voici son acte de naissance. Après 8 mois de combat, de refus, de rejets locaux. Et puis à la fin, en 15 jours, ça a été accepté. Pourquoi ? Parce qu'on avait argumenté à partir du droit international public, de la Constitution, de lois nationales aussi, et puis un certain nombre de considérations, de grands principes, qui fait que, vu ce qu'on présentait, ça a été plié. Et ça consiste déjà dans le premier temps de se dire, nous présentons, nous citoyens de la telle ville, donc chez Carmaux, nous proposons et nous imposons notre participation à la prochaine constitution. Nous nous préparons dès maintenant sans savoir quand est-ce que ça va avoir lieu. Donc, veuillez, monsieur le maire, authentifier cette déclaration et l'archiver, la garder comme un acte de droit public. Et c'est devenu un acte de droit public qui nous permettra de participer à la prochaine. Mais, si on est tout seul. Y aura-t-il une prochaine ? Alors non, c'est même pas ça, c'est que il y aura forcément une prochaine à un moment donné, parce que même ce dispositif on peut l'imaginer, pourrait auto-déclencher si on arrive à un développement suffisamment important. Mais tu m'as coupé. Excuse-moi. Pardon. on reviendra dans le détail. Là, pour le moment, chacun va présenter ses grandes lignes démocratiques. Philippe Murer, vas-y. Oui, alors. Aujourd'hui, effectivement, on a un problème, c'est que les institutions ne fonctionnent plus. On est tous d'accord, le pouvoir est dévoyé et le gouvernement gouverne contre l'intérêt du peuple français. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a 3 barrières qui sont mises en place par l'oligarchie pour faire obstacle à la volonté du peuple français. La première barrière, c'est l'Union européenne. Parce qu'en fait, les grandes décisions structurantes ne sont pas prises à Paris. Elles sont prises à Bruxelles par des gens qui ne sont pas élus. Déjà, c'est un problème majeur. Le deuxième problème, c'est les médias, qui sont devenus des médias de propagande. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Donc, il faut mettre un holà à ça par 2 choses très simples. Le respect de la charte de Munich, le fait que les journalistes, en fait, soient soumis à la charte de Munich. Et s'ils n'y répondent pas, eh bien, dans ce cas-là, ils peuvent être suspendus 1 an et voire suspendus à vie dans des cas extrêmement graves. Il faut aussi revivifier les médias, bien sûr, qui sont des médias oligarchiques. Donc, il y a quelque chose de fondamental, c'est que les aides à la presse ne doivent pas être données par le gouvernement pour que ça devienne des médias de propagande. Les aides à la presse doivent être données par les Français, par chaque Français, quand il remplit sa feuille d'impôt et qui décide de donner son prorata d'aide à la presse. Ça peut être à Toxin, ça peut être à CNews, ça peut être une autre chaîne. Mais en tout cas, ce sont les Français qui décideront des médias et ils se feront donc respecter des médias. Le 3e point, c'est les parrainages à la présidentielle. C'est pas tout à fait un détail parce que ces parrainages ne sont plus anonymes. Les maires, en fait, sont obligés de se déclarer. Il y a d'énormes pressions aux subventions, ce qui fait que certains candidats qui déplaisent au système ne peuvent plus se présenter aux élections présidentielles. C'est devenu très, très difficile d'obtenir les parrainages.
Donc, supprimer ces 3 barrières, ça veut dire faire en sorte que les parrainages redeviennent anonymes, première chose, pour que les maires puissent tranquillement donner le soutien aux candidats qu'ils souhaitent. C'est aussi évidemment permettre un parrainage citoyen, c'est-à-dire que s'il y a 1% du corps électoral qui soutient par pétition un candidat, ce candidat se présente. Donc le deuxième point sur les médias, j'ai expliqué comment les réformer. Et le troisième point sur l'Union européenne, là il n'y a pas de choix, il faut sortir de l'Union européenne, sinon il n'y aura ni démocratie ni sortie. Sortie de l'Union européenne qui a été l'objet d'une de nos émissions et le public a voté pour, je le rappelle. Tout à fait. On avait 36% des Français pour la sortie de l'Union européenne il y a 2 ans. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être à 45% avec le Mercosur et toutes ces révélations et toute la toxicité de l'Union européenne. L'autre point, c'est qu'il faut donner un vrai pouvoir de décision au peuple. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas en démocratie, le pouvoir au peuple, mais en système électif qui a été capté par l'oligarchie. Donc, il faut un RIC qui est une absolue nécessité pour faire face au fait que la démocratie représentative a failli. Ce RIC, c'est un instrument de contre-pouvoir donné au peuple, qui est hyper puissant, et donc il faut qu'il s'impose de façon impérative au gouvernement. On verra comment. Ce RIC, il doit permettre d'abroger des lois toxiques, de modifier des lois ou d'écrire des lois nouvelles par le peuple. Il doit aussi permettre de supprimer des traités supranationaux qui s'imposent au peuple français sur son sol. Il a l'immense avantage de redonner goût à la politique au peuple français. Et si on veut que la démocratie marche, il faut que le peuple ait goût à la démocratie. Il faut qu'il puisse réfléchir, débattre sur un sujet, voter pour un sujet avec un référendum et que ce référendum s'applique. Mais ce qui est fondamental aussi, c'est qu'il ne faut pas créer un instrument qui soit faible et qui soit dévoyé par la suite. Donc, voilà, moi je vais vous présenter le RIC type tel que nous l'avons défini au mouvement politique citoyen qui permet de revivifier la démocratie. Déjà, la première chose, ça va être que ce RIC donc peut permettre d'abroger, d'écrire ou de modifier des lois ou de supprimer des traités internationaux. Alors, on va prendre un exemple, l'exemple du RIC sur les flux d'immigration. 70% des Français veulent arrêter les flux d'immigration et ceci continue. On voit le problème démocratique. Par exemple, imaginons un RIC comme ça, avec une reprise en main des frontières, remettre des frontières, arrêter le regroupement familial, arrêter le droit d'asile complètement dévoyé, tout un tas de lois. Il y a 1 million de Français qui signent la pétition. Là, ça se fera très rapidement. Un RIC est lancé, un débat pendant 6 mois est lancé sur ce sujet, faut-il arrêter les flux d'immigration avec toutes ces lois. Les Français tranchent, et à ce moment-là, ça s'applique de façon impérative. C'est-à-dire que si le président, alors que les Français ont dit on veut arrêter les flux d'immigration, si le président décide de dire non, je ne le fais pas, à ce moment-là, constitutionnellement, il est automatiquement révoqué et il y a de nouvelles élections présidentielles. Donc, vous voyez, c'est un référendum en béton où la voix du peuple français sera écoutée et d'autant plus écoutée qu'en fait, il y aura un conseil constitutionnel citoyen pour vérifier que ces lois seront bien faites et bien écrites puisqu'elles vont s'appliquer. Mais de citoyens tirés au sort. Et au cas où, en fait, arrêter les flux d'immigration, le Conseil constitutionnel dit les lois sont bien faites, mais ça nécessite de sortir de l'Union européenne. À ce moment-là, les citoyens votent pour les 2 choses à la fois. On arrête les flux d'immigration et on sort de l'Union européenne. Et de la même manière, le président est révoqué s'il n'applique pas automatiquement la décision du référendum, qui peut être par exemple de sortir de l'Union européenne et d'arrêter les flux d'immigration. Il a 1 an, soit pour renégocier, soit pour sortir du traité international. Voilà comment, en fait, on fait en sorte que la voix du peuple compte à nouveau, qu'on soit en démocratie, le pouvoir au peuple, et que les gouvernements soient obligés d'obéir au peuple sur tous les grands enjeux. Merci beaucoup, Philippe. Alors, Fred, tu peux réagir à ce que tu entends aussi, hein, mais je sais que tu as beaucoup de choses à nous présenter. Mais synthétiquement, s'il te plaît. Nous ne t'entendons pas. Si, je suis là. Ah. Je pensais que j'étais pas encore à l'image ni encore affiché. Je trouve très intéressantes les présentations parce qu'elles doivent être le point de départ de nos discussions. Nous sommes nombreux à nous dire démocrates, mais nous n'avons pas forcément dans les modalités la même définition de la démocratie. Et le RIC rentre par excellence dans cette complexité mise en abîme de manière assez spectaculaire d'ailleurs, de par l'annulation d'une partie de tes invités.
Si tant est qu'on doive parler de ce type de sujet-là, il ne faut pas qu'on s'ignore les uns les autres. Il faut qu'on organise le débat dans ce qu'il a de possiblement constructif et non pas dans le dénigrement de ceux qui, au prétexte qu'ils arriveraient un petit peu plus tard sur ce sujet-là, seraient moins légitimes. Je laisse à ton audience, mon cher Fabrice, le soin de mesurer l'absurdité de la chose, puisque si tant est qu'il y ait des gens qui parlent du RIC, on va dire, allez, depuis 20 ans, depuis 30 ans, même depuis toujours, depuis l'origine même de la création du concept, ils devraient être heureux que d'autres s'emparent du sujet par la suite. Bon. Nous devrions aussi avoir un maximum d'opportunités d'échanger sur nos divergences pour essayer de trouver le bon compromis, le compromis n'étant pas forcément la compromission, n'en déplaise à certains, pour voir comment lui donner une plus grande caisse de résonance. Typiquement, nous discutons aussi avec Alexandre Jardin, qui est sur le point de lancer une application qui permettra aux Français de tester le RIC. Donc vous voyez, là, on est sur quelque chose de concret, une bonne expérimentation. Et je trouve déplorable qu'il y ait ces mécaniques un peu tribales de chacun dans son coin, à la meilleure idée, etc. En même temps, quelle horrible expression, en même temps, ça me donne des frissons et des mauvais souvenirs. Mais toujours est-il, blague à part, qu'on a besoin d'avoir justement précisément ce type de divergence et qui donne lieu à des initiatives potentiellement complémentaires. Parce qu'en la matière, la créativité, l'autonomie de ceux qui lancent des mouvements citoyens comme d'autres lanceraient des startups, tout ça c'est très sain. On doit commencer à discuter maintenant de la manière dont on va converger à l'arrivée. Donc voyez, moi par exemple, je vais prendre l'exemple de Philippe Murer, qui dit un RIC abrogatoire ou un RIC, révocatoire. Non, un RIC impératif. Impératif et abrogatoire, précisément, de traités internationaux. Je prenais le mot abrogatoire. J'ai tellement envie de révoquer Macron que j'avais envie d'employer le mot révocatoire. Tu sais, ça m'a échappé. C'est un lapsus, on ne peut plus. Révélateur, mon cher Philippe, que je salue au passage. Voilà, moi j'aimerais beaucoup débattre, que ce soit en public ou en privé avec Philippe, justement des modalités du RIC, parce que quand je rentre vraiment dans une sorte de forme de simulation avec d'autres citoyens et qu'on en parle longuement, on se dit ok, on va par exemple sur un combat pertinent et légitime investir du temps et de l'énergie pour convaincre 1 million de personnes de signer une pétition. Mais tout ça prend du temps, de l'énergie, et par la suite, il y aura des délais légalement incompressibles permettant au débat de s'organiser. Et ma seule crainte, c'est qu'il y ait une forme de... Alors, je ne conteste évidemment pas tous les aspects qui sont, pour le coup, qui sont très puissants de l'exposé de Philippe, c'est-à-dire qui sont factuellement logiques et je dirais presque incontestables. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut que le pays soit en... Petit problème pour capter Frédéric. Donc, m'ont rétorqué qu'après avoir, après avoir dépensé beaucoup d'énergie dans l'organisation d'une pétition, fut-elle évidemment des plus légitimes, ce serait difficile de banaliser le RIC. Parce que peut-être que cela générerait une forme de fatigue psychique, de désengagement progressif des gens qui auraient peut-être l'impression que ça coûte cher d'un point de vue énergétique, émotionnel, etc., que de rentrer dans ce dispositif, de l'organiser, d'aller chez... Fred, on ne t'entend pas très bien. Ouais. Ah, pardon. Non, je disais, je pense que ça vaut la peine d'en débattre et de rentrer dans les détails. Voilà, je fais la pause maintenant. Ok, très bien. C'est le but de ce soir. Alors, comme vous avez tous creusé des sujets connexes, mais un peu différents, j'ai envie de vous faire parler tous les uns des sujets des autres. On va rester déjà sur le titre de cette émission, le RIC, avec les fameuses modalités. Donc Fred, tant que tu y étais, peux-tu, puisque Philippe nous a expliqué un peu les grandes lignes des modalités de son RIC, entre guillemets, c'est pas que le sien, il l'a travaillé en collectif, mais pour ton collectif à toi, Frédéric, comment est-ce que tu vois les choses? Oui, est-ce que c'est bon, vous m'entendez maintenant? C'est mieux? À peu près, vas-y. Ok. Alors... On l'entend plus. C'est terrible. Bon, Fabrice, si tu veux, je vais répondre à... Tout à fait, Philippe. Vas-y.
Je vais répondre à sa question, comme ça il aura le temps de se poser. Frédéric, il faut vraiment que tu t'arrêtes parce que sinon, en fait, ça marche et ça marche plus selon le réseau. Moi, ce qui me semble le plus dangereux pour le RIC, c'est qu'il y ait 15 RIC par an. Vous voyez, s'il y a 15 RIC par an, là, il y aura une fatigue démocratique parce que les Français n'auront pas envie de voter tous les 3 semaines. Puis les débats prennent 6 mois, donc comment faire 15 RIC par an? Donc pour moi, ce qui est fondamental, et pour nous, en fait, qui avons discuté au sein du mouvement politique citoyen, c'est de dire pas plus de 4 RIC par an. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Le deuxième point qui est fondamental, juste, tu penses pas qu'on peut grouper des RIC sur un dimanche, poser 2-3 questions Ouais, mais à ce moment-là, les débats vont être éclatés, ça va compliquer. On peut, mais c'est dangereux parce que les débats vont être éclatés. Moi, je pense que les RIC doivent être sur des sujets vraiment importants. Union européenne, flux d'immigration, des choses importantes. Et il n'y en a pas besoin de 15 par an. L'autre chose qui me semble fondamentale, c'est que les RIC qui seront dévoyés et il y aura de la fatigue si jamais ils ne sont pas appliqués. C'est pour ça qu'on a refusé au mouvement politique citoyen de faire un RIC sur une question vague. Par exemple, voulez-vous réduire les flux d'immigration? Par exemple, si les gens répondent oui, le gouvernement pourra dire un gouvernement qu'on n'aura pas trop envie va dire on va les réduire de 10%, ça suffira, ou de 5%. Mais si la question est vague, les gouvernements pourront biaiser avec la volonté du peuple et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça qu'il faut que ça s'applique sur des lois écrites clairement par les citoyens ou sur un traité international qui est à ce moment-là très clair pour qu'il n'y ait pas de fatigue démocratique et que le RIC s'applique quoi qu'il arrive. Et dernier point, ça va changer la façon d'être des gouvernants. Pourquoi? Parce qu'un gouvernement, comme un gouvernement Macron, qui fait une loi sur les retraites à 64 ans, alors 80% des Français sont opposés, se verra très rapidement avoir un RIC en pleine tête pour dire « j'abroge cette loi sur la retraite à 64 ans ». Et donc, le président Macron aurait été complètement désavoué et humilié devant l'ensemble des Français et sur l'ensemble des médias. Donc, c'est un outil d'une extraordinaire puissance. Il faut juste en avoir un nombre qui soit raisonnablement limité pour qu'il ne s'abîme pas et qu'il ne soit pas dévoyé. Si tu permets. Vas-y. Alors, une réaction, déjà, je prends du recul par rapport à ce qui a été dit. En fait, ces propositions, ces idées, elles sont récurrentes depuis des années. Nous, le souci qu'on a rencontré sur le terrain et qu'on a synthétisé dans l'expérimentation, c'est en train de s'étendre dans tout le Tarn, Toulouse, et puis ça déborde aussi un petit peu partout, puisqu'il y a des appels depuis qu'on a lancé le truc. C'est qu'en fait, moi, il y a un truc qui nous pose question, c'est que quand on entend des propositions qui sont très sympathiques comme ça, c'est comment on le fait aujourd'hui. Est-ce que c'est une proposition dans l'idéal d'un contexte qui est favorable où l'organisation le permet, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, le système qui est en place, la Constitution et l'organisation des citoyens ne le permet pas. Alors justement, je t'interromps une demi-seconde parce qu'on nous a posé une question dans le chat. Actuellement, quelles sont les conditions d'un référendum d'initiative citoyenne? Il faut rappeler à ceux qui nous regardent que le référendum d'initiative citoyenne stricto sensu n'existe pas, qu'on a le référendum d'initiative partagé qui doit à la fois avoir 10% du corps électoral, 4,7 millions de signatures sur le site de l'Assemblée, et un texte qui soit approuvé par une grosse portion des députés et des sénateurs. Donc, autant dire des conditions qui ne se réaliseront jamais. Donc, ce que Philippe propose là, en l'occurrence, je pense, c'est un programme politique, effectivement, à soumettre au vote. Et vas-y, continue. Alors que nous, on met en place un dispositif juridique et constitutionnel. C'est-à-dire qu'on met en place on ouvre des portes et on dit, voilà, avant de vouloir organiser quoi que ce soit dans une consultation, il faut que les conditions organisationnelles soient présentes, c'est-à-dire que les entités organisées localement à tous les niveaux. Cette organisation n'existe pas à l'heure actuelle. Si en plus tu veux forcer la main au président actuel en lui disant, imaginons que tu arrives à mettre en place dans le contexte actuel le moindre RIC. Je rappelle l'article 27 de la Constitution, tout mandat impératif est nul. Donc, il ne s'agit pas d'un mandat, il s'agit d'un référendum. Oui, mais tu ne peux pas... tu le mandat impératif dans le sens où tu vas donner l'ordre au président de respecter... C'est ça, un mandat impératif. Et nous, d'ailleurs, on fonctionne dès le départ, grâce à nos amis Gilets jaunes constituants qui nous ont formés et rappelé à toutes les règles. Le mandat impératif, c'est la règle d'or. Mais nous, ce qu'on présuppose, c'est de dire qu'on ne part pas... On prépare de changer de constitution et non pas la constitution. Je paraphrase André Bellon qui paraphrase Einstein, tu règles pas le problème avec sa cause. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, on ne peut pas faire ce qu'on fait. Regarde même que les pétitions
compétitions qui sont pas assez durées. Rappelons-nous quand même l'histoire de ADP avec l'aéroport. Hein. Qui est le seul RIP Oui, puis qui a failli passer. Oui, puis ils ont fait disparaître des signatures. Et qui organise ça? Qui contrôle les votes électroniques? L'Assemblée. On sait qu'il y avait plein de choses qui avaient disparu. Donc si ça leur plaît pas, ils feront tout pour l'arrêter, et puis ils l'ont arrêté en fait. Et là, regarde la pétition sur Espoir qui a fini. Moi, j'ai écouté toutes les vidéos sur la pétition. Ça a été classé sans suite. Et quel a été surtout la réflexe de tous les groupes politiques? Ah non, on va pas changer le système de la démocratie représentative. Démocratie représentative, c'est un oxymore. C'est un oxymore. En fait, évidemment que pour mettre en place des assemblées constituantes qui vont changer la Constitution, ou de mettre en place dans la Constitution le RIC que nous proposons, par exemple, eh bien, il faut prendre le pouvoir. Non. Quoi qu'il arrive, il faut prendre le pouvoir pour changer la Constitution. Bah non. Et bien sûr que si, par une assemblée constituante. Sinon, le président de la République, le Conseil constitutionnel, te dira... Tu n'as pas le droit. Mais on n'en a rien à faire. On en a rien à faire. Il y en a un qui a une vision par le haut et l'autre qui a une vision par on du bas. on part par en bas. On n'en a rien à faire. On pose partout. Ça, c'est un acte de naissance qui nous permet. Alors, c'est ce que j'ai trouvé à la fin de ma phrase de tout à l'heure. Ça nous permet de prétendre et d'imposer notre participation à la prochaine constitution. Si on est tout seul, ça veut rien dire. Mais si tu le démultiplies à minima dans un certain nombre de communes par département, tous organisés de la même façon, tu as un système autoporté qui se déclenche tout seul. Et là, on change de constitution. C'est-à-dire qu'on construit la nouvelle maison, et quand elle est prête, on déménage et on laisse la vieille s'écrouler sur elle-même, en fait. On leur demande pas l'autorisation, on n'a pas besoin de consulter quoi que ce soit. Rappelons-nous une coutume internationale, et c'est pour ça que le droit international intervient dans cette affaire, qu'on retrouve dans l'article 2 de la Charte de San Francisco de l'ONU, qui est un simple rappel d'une vieille coutume internationale, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de s'auto-organiser. Sous-entendu pour se décoloniser de leurs propres dictateurs et tyrans. C'est ce qui a été utilisé par le C24 pour décoloniser les pays après la Seconde Guerre mondiale. On peut invoquer exactement la même chose puisqu'on est dans la même problématique. Donc nous, on fait fi de ça. Et on utilise le droit en place, c'est-à-dire qu'on utilise les propres règles qui nous bassinent du matin au soir. Ah, c'est la Constitution, ah, c'est la loi, etc. Nous, on a trouvé des textes qui nous permettent d'imposer la création d'assemblées constituantes locales qui s'agrègent parce qu'on ne veut pas d'une assemblée constituante nationale, qu'elle soit tirée au sort ou élue, qui fait ce qu'elle veut, enfermée dans les bureaux, dans les commissions, et puis le peuple, il attend, et puis il n'a plus qu'à voter un référendum à la fin. C'est comme ça que c'était prévu dans la Constitution de 1793, et c'est aussi en partie comme ça comment fonctionnent les Suisses. Ça part de la base, ça fait de la synthèse en haut, et ça redescend, et à la fin, démocratie directe, c'est un pléonasme, on est d'accord, démocratie c'est direct, et c'est le peuple qui, depuis les communes, va finir par adopter tel ou tel projet. Et là, ça veut dire qu'on met en place le RIC. Et ce qu'on appelle le RIC en tout point, c'est le mandat impératif, en fait, pour nous. Mais ça, c'est pour l'après. Nous, on réfléchit et on expérimente ce que l'on fait tout de suite. On se déclare, on met en place des cahiers d'exigence et des ateliers constituants, constitutionnels, comme tu veux. Ça rejoint un peu tous les travaux d'Étienne Chouard et de beaucoup d'autres. Troisième étape, et ça c'est la plus importante, qui a toujours été oubliée par tous les mouvements citoyens et qui fait qu'à chaque fois c'est redescendu. On va voir les copains, on va voir les voisins, on se reconnaît entre assemblées et on acte ça avec, de la même façon qu'on s'est déclaré. Nous, Assemblée constituante de Carmaux, nous reconnaissons l'Assemblée constituante de Tataouiche-Mébouille. Et on le dépose en mairie réciproquement et on centralise tout ça dans un journal officiel des citoyens et des assemblées constituantes locales qui permet une transparence et une visibilité nationale. Et avec ça, tu as un outil de travail collectif sans rien demander à personne. Et c'est une expérimentation. On ne préjuge pas qu'elle va réussir, mais on l'expérimente. Et ce que j'ai remarqué dans les différentes conférences qu'on a pu faire sur le terrain et expliquer aux uns et aux autres dans des collectifs qui s'occupent par exemple d'épiceries solidaires ou de jardins partagés, qui sont dans le, on va dire dans le législatif, de régler les problèmes de tous les jours, ce qui est noble et qui est nécessaire vu la déconfiture du pays. Mais ça, c'est s'en prendre aux conséquences, pas à la cause. Et on commence l'exposé avec un peu d'humour, mais vous en avez pas marre de mettre du sparadrap sur les jambes de bois ou de remonter la boule de Sisyphe? Qui décide? Est-ce que c'est vous qui décidez vraiment? Comment on fait pour que ça se décide vraiment? La seule solution, c'est que la Constitution vous soit favorable et que vous l'écriviez vous-même. Et là, on rejoint effectivement le concept d'Étienne Chouard. Donc, y compris le RIC qui serait rédigé. Mais bien sûr, ça fait partie du tout. Mais bien sûr, ça fait partie du tout. Le fameux comment qui est revenu tout le temps, nous, on expérimente une façon d'y répondre de façon pragmatique et concrète. Très bien, merci Hugues. Alors, est-ce qu'on a récupéré Fred?
Oui, et encore toutes mes excuses. Quand on est lâché par une nounou, c'est l'enfer. Vous m'entendez là? Normalement, Très bien. Je suis posé, je suis à l'endroit où je dois récupérer mon fils à 19h. Donc encore une fois, je ne voulais pas te lâcher, Fabrice. J'ai peut-être une question rapide pour Hugo et après je Hugues. voudrais pouvoir Ouais, développer. c'est pareil, j'ai des origines espagnoles, tu peux y aller. Superbe. Ok, ça marche. Mon cher Hugo, d'abord je voudrais comprendre, est-ce que le localisme est à ce point sanctuarisé dans votre approche, dans votre philosophie, que la version nationale du RIC vous semble inopérante? Mais qu'est-ce que que vous c'est que le RIC l'excluez ou est-ce- national? Pardon? Qu'est-ce que c'est qu'un RIC national? C'est ce que tu as toi-même dit, c'est-à-dire, là, par exemple, les RIC qui pourraient être menés par des citoyens pour les lois nationales. Oui. Je voulais juste savoir si le localisme était pour toi le marchepied indispensable avant d'arriver à une démocratie qui concerne tout le monde. C'est une question vraiment sincère. Alors, je suis pas sûr d'avoir cerné la question, mais disons que si tu veux mettre en place un RIC national, tu as besoin d'une organisation locale. Non, je dis ça parce que tout à l'heure, tu as dit on doit commencer par le faire localement. L'organisation, oui, l'organisation, la mise en place de l'organisation. Voilà. Okay. Mais tu peux pas traiter un sujet national fort et indéboulonnable si localement, enfin, un arbre, ça pousse pas les racines dans le ciel, hein. Ça pousse avec les racines dans la terre. Donc, commençons déjà par planter des pieux partout, des piquets, etc. Et ensuite, tu crées ta fondation et tu montes. Et après, tu poses une question de RIC national. Mais tu peux pas poser un RIC national si t'as pas les fondements qui sont solides. Et on n'a aucun fondement solide aujourd'hui. Parce qu'on n'a aucune organisation. En face, ils sont 10 000 à 50 000. Ils sont 100 à 500 par département. Organisons-nous 100 à 500 par département. Et 100 à 500 par département, c'est, pour 100 personnes, c'est 5 assemblées constituantes de 20 personnes. C'est rien du tout. Mais tous avec la même partition musicale. Parce que si on vient tous avec une partition musicale différente, c'est la cacophonie. Ok, ce qui m'amène justement à ma réponse. Ma réponse. La poursuite de ce dialogue que je crois nécessaire. Bon, d'abord, je suis totalement, et je pense que beaucoup de gens dans mon collectif seront d'accord, c'est tout à fait admirable comme démarche. Bien sûr que le localisme fait sens. Est-ce que tu ne crains pas un biais qui est que les participants spontanés partagent un même prisme idéologique? Et qu'est-ce qui, dans la démocratie localiste émergeant comme ça, te garantit que tu auras des gens représentant plusieurs courants idéologiques valables à l'échelle du pays, capables de les défendre, de chacun de défendre leur prisme idéologique avec la punacité nécessaire pour que ces démarches citoyennes puissent être en quelque sorte un substrat local de la complexité du peuple français, si tu vois ce que je veux dire. Oui, j'ai compris. Vous avez réfléchi à ce biais? Bah, en fait, on se pose pas, là, la façon dont tu le penses, ça donne l'impression que tu penses par rapport à ce qui fonctionne à l'heure actuelle. Il faut se projeter, changer de matrice, en se disant que déjà, si tu poses comme principe déjà, parce que chaque assemblée constituante locale commence avec des principes de fonctionnement, une charte, et parmi ceux-là, dans le tout début, mandat impératif, mandat révocatoire, travail collégial et pas d'homme providentiel. On n'est pas là pour C'est pas du tout mon sujet. Oui, mais attends, et on est là pour les idées, et tu ne peux pas avoir forcément une dominante, puisqu'en fait, c'est un échange, c'est un débat démocratique qu'on n'a pas. Donc tu peux pas avoir la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est que j'ai lu pas mal d'études et de gens qui ont travaillé sur ces objets délibératifs, ces organisations délibératives, qui tendent à démontrer que ce qui est basé sur la spontanéité va être évidemment très idéalisé, parce que la spontanéité, c'est ce qu'il y a de très beau, notamment dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est les gens spontanément veulent faire démocratie. Mais ceux qui veulent spontanément faire démocratie sont les plus motivés. Et c'est donc en soi déjà un biais de sélection. Je veux juste savoir si vous avez réfléchi à ça. À chaud, je te dirais qu'en fait, c'est même pas la question qu'on se pose. La question, c'est que déjà, on n'arrive même pas à réfléchir et discuter ensemble. Ça, c'est de la théorie, si tu préfères. Il n'y a pas de biais en soi, puisque déjà, ça part du principe qu'on prend son temps. Notre mascotte, notre logo, c'est une tortue. Donc déjà, il n'y a pas de truc spontané, à chaud, hermétique. On est à sang-froid, on prend notre temps, on se met un calendrier et on se réunit intelligemment et on prend le temps de discuter. Il
y a tout un processus, si tu préfères, qui invite plutôt à prendre du recul et pas être toujours dans la réaction à chaud, affective, pulsionnelle, et prendre du recul sur des discussions intelligentes. Il y a eu dans le... c'est des principes. Non, c'est pas des principes. Non, excuse-moi, non, c'est pas vrai. Parce que par exemple, on a eu en témoignage. C'est facile d'être infiltré ou d'être polarisé. Non, mais on a eu un témoignage en Savoie et Haute-Savoie de deux groupes qui ne se connaissaient pas et qui d'ailleurs étaient des victimes soignants de la mise à pied des soignants. Et comme ils se sont dit d'où ça vient, ils se sont dit bon, ben on va expérimenter de changer les règles. Et ils sont partis d'une feuille blanche et une autre à partir de la Constitution actuelle. Et puis après, ils se sont découverts qu'ils travaillaient à peu près la même chose, Savoie et Haute-Savoie, ils se sont rencontrés, ils ont fait une synthèse. Mais tu avais des gens de droite, de gauche, expérimentés, il y avait de tout, si tu préfères. Le débat, la réflexion, les travaux à long terme a fait que les pulsions, les tensions se sont apaisées, et intelligemment, il y a eu une discussion, une réflexion. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Ce que tu décris, Frédéric, c'est ce qu'on appelle les citoyens professionnels. Tu as dû le voir passer dans tes lectures. Ceux les plus motivés, comme tu les appelles, ceux qu'on retrouve dans toutes les assemblées. Ils ont du temps. Généralement, ils sont des professions libérales. Ils sont dégagés de leurs enfants qui sont grands. Enfin, il y a beaucoup de critères pour être citoyen professionnel et avoir le temps de faire tout ça. Je voudrais vous décrire une sorte de sophisme en 4 temps auquel j'ai été exposé. Ce sont des personnes qui sont extrêmement démocrates et qui me disent il y a 15-16 ans de ça, nous ne sommes pas en démocratie. Et moi qui étais jeune politiquement, il y a 15-16 ans, je me dis merveilleux, enfin quelqu'un qui me dit la vérité. C'est une sorte de premier effet qui se coule. Deuxième étape de ce raisonnement, des personnes que j'ai trouvées donc initialement merveilleuses et à tel point que je les ai suivies, m'ont dit c'est vrai, il faut faire des assemblées constituantes. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a raison, assemblée constituante, mais c'est de la démocratie, ça c'est merveilleux. Alors je me suis engagé. Et puis, troisième étape du raisonnement, les personnes en question avec qui j'avais une très forte osmose intellectuelle et beaucoup d'amitié, et pour qui j'avais énormément d'estime, parce qu'elles me parlaient en effet très bien de démocratie, elles m'ont éveillé, elles m'ont éclairé. Ces personnes-là ont commencé à pester devant le statu quo généralisé, c'est-à-dire l'inaction des autres citoyens, et à dire, bon, écoutez, on va les organiser, on va le faire spontanément. Bon, et là, j'ai dit, génial, je suis avec vous. Et dans les discours, on entendait, mais vous savez, c'est peut-être temps de vous bouger, quoi. Vous autres, les citoyens, c'est pas normal qu'on soit que quelques-uns à s'occuper de ça. Moralité, quatrième étape du raisonnement, qu'est-ce que j'ai constaté? Que ces mêmes personnes qui m'avaient convaincu, au point que je me suis fortement engagé auprès d'elles pendant 15 ans, quand même, donc je peux vraiment en parler. Et pour information, j'étais très présent dans les Gilets jaunes, puisque il y a eu pas mal de mouvements, et que moi, j'étais, par exemple, derrière la candidature d'Alexandre Langlois. Voilà, tout le monde n'était pas forcément d'accord avec lui, mais il y a eu beaucoup de courants Gilets jaunes. Je déplore d'ailleurs qu'on n'ait pas réussi à se rapprocher, mais on ne nous a pas laissé le temps, et je pense qu'on aurait tous voulu. Mais bon, passons. Donc, je veux dire par là que j'étais vraiment dans le coup, et que auprès d'Alexandre Langlois, il y avait notamment M. Chouard, donc c'est difficile de douter de mon engagement total en la matière. Simplement, qu'est-ce que je constate à chaque fois que ces fameuses assemblées citoyennes ont lieu, spontanément? Elles reproduisent exactement les défauts et les biais qu'elles dénoncent. C'est-à-dire que d'abord, les gens qui sont spontanément engagés auprès des sachants du logiciel démocratique et qui doit se dérouler en assemblée constituante, eh bien, les premiers participants sont ceux qui sont très proches. Il y a toute une partie de ceux qui observent, même parmi ceux qui observent ça de près, qui de toute façon ne sont pas d'accord avec les tenants de ce mode d'organisation d'une assemblée constituante, donc ils ne viendront pas. Et à l'arrivée, j'ai toujours constaté qu'il y avait peut-être une demi-douzaine de personnes qui bossaient vraiment. Je suis navré de le dire, Et ça m'a semblé être une limite absolument fondamentale, puisque ayant construit mon propre mouvement citoyen autour de cette idée, j'ai eu l'idée il y a 5 ans, j'ai commencé à développer concrètement la dimension mise en œuvre du mouvement citoyen avec l'obtention d'un numéro RNA, vous savez, au registre national des associations, donc qui peut être tracé. Ça va bientôt avoir 2 ans. J'ai mis du temps à avoir un compte en banque, j'ai mis du temps à réunir des gens et tout. Donc c'est déjà un petit peu vieux, même si je n'en avais pas parlé. Et là, à ce moment-là, je constate un hic, c'est que les personnes que j'ai suivies dans ce logiciel démocratique qui m'a beaucoup séduit, très sincèrement, au point de me passionner, de m'y faire passer des nuits blanches. Ouais. Philippe,
oui, apporter mon support. J'ai envie de poser un sujet vraiment important sur la table. Attends Philippe, Ouais, juste est-ce pour que je peux expliquer à néanmoins Fred terminer que mon sujet, on t'a pas entendu pendant 10 secondes, donc du coup j'ai donné la parole à pardon. Philippe. Mais si tu veux, vas-y, termine ton propos avant que Je Philippe voulais reprenne juste la parole. terminer mon point parce que sinon, Vas-y. on va pas bien comprendre pourquoi je suis parti sur cette voie, pardon. C'est qu'à l'arrivée, justement, les constitutions, ou en tout cas les lois, les projets de loi constitutionnels de modification constitutionnelle, pardon, qui ont été mis en œuvre, étaient très orientés politiquement. Et je n'avais pas l'impression que le pluralisme idéologique que j'attendais avait pu s'exprimer. C'est ce qui fait que je me suis intéressé à cette notion de public délibératif que l'on va préalablement tirer au sort sur une vaste population pour être sûr d'avoir la rencontre, évidemment, de toutes ces convictions idéologiques défendues avec pugnacité par tous ces camps-là. Et donc, ça m'a amené à réfléchir, justement, en me référant à tout ce vaste corpus de chercheurs, ce vaste corpus de références scientifiques qui a été développé dans le monde entier par énormément de chercheurs. Je me suis aperçu que beaucoup de gens avaient fait beaucoup de tentatives bien avant nous. Et que si on veut, par exemple, même à échelle locale, que ce qu'on appelle un budget délibératif est une chance de porter des fruits efficaces, il faut qu'il y ait en effet une mise en scène des controverses. Le problème, c'est que quand on met en place spontanément ce type de consultation, vraiment, j'insiste, il y a des biais que j'ai constatés et qui ne m'ont pas découragé. Moi, je trouve toujours aussi génial ce que fait Hugo. Je trouve ça très très bien. Mais j'aurais tendance à essayer d'équilibrer, parce que c'est pas du tout par flagornerie que je dis ça. Moi, je veux juste qu'on s'enrichisse les uns des autres. Donc, j'aurais tendance à essayer de réfléchir à une logique d'osmose entre la vision d'un Philippe Murer et la vision de Hugo, pardon, je ne vois pas ton nom de famille réécrit, qui pourrait justement permettre en quelque sorte de rentrer dans une systémique. D'ailleurs, de nous assurer qu'on ne tombe pas dans le piège d'avoir un petit public de passionnés, c'est-à-dire les citoyens professionnels auxquels fait référence Fabrice, qui ont tendance à être dans un entre-soi qui, pour moi, en ce qui me concerne, a débouché, par exemple, sur un projet de confiscation totale des médias. Bon, peut-être, mais enfin, on pourrait peut-être d'abord parler de les rendre plus pluralistes. Alors, Fred, alors justement, voilà, Philippe qui attend depuis tout à l'heure. Vas-y, Philippe. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet important que je vais mettre sur la table, c'est la Constitution. La Constitution de la Troisième République, de la Quatrième République, c'était pas des bonnes constitutions en France. On avait des gouvernements tous les 6 mois. La Quatrième République est une constitution parlementaire, en fait, et non présidentielle. Elle s'est auto-sabordée parce qu'elle n'arrivait même plus à répondre aux problèmes, notamment de la guerre en Algérie. Elle était même plus capable de gérer cela. Parce que c'était une constitution pas du tout adaptée à la France. Donc moi, je vous dis, il y a quelque chose d'extrêmement dangereux, c'est d'avoir une constitution qui est mauvaise pour le pays et qui serait une catastrophe qui créerait des crises de régime, comme a été la Quatrième République en permanence. La constitution de la Cinquième République est une excellente constitution qui est très bien adaptée aux Français. Chaque constitution est adaptée à un peuple particulier. La Cinquième République est très bien adaptée aux Français. Le problème que nous avons, c'est que nous avons des gens qui sont extrêmement peu vertueux. On a même une caste politique complètement pourrie. Et elle va tordre et dévoyer toutes les constitutions. On voit bien que Macron dévoie la Constitution. Donc, ce qui me semble fondamental, c'est de le dire cela. Et de garder la Constitution de la Cinquième République, de mettre des gardiens citoyens par un conseil constitutionnel tiré au sort, ce qui fait que de citoyens tirés au sort, ce qui veut dire que la caste politique ne peut plus dévoyer la Constitution à son avantage. C'est les citoyens qui la gardent. Et la deuxième chose fondamentale, c'est d'adjoindre à cela un RIC, en fait, pour donner le pouvoir au peuple sur toutes les questions essentielles pour lesquelles ce qu'il veut traiter. Parce qu'attention, les Français ne veulent pas une démocratie directe parfaite et pure, c'est-à-dire où ils tranchent sur tous les sujets. Ils passent leur temps à débattre sur l'euthanasie, sur la PPE, les ZFE, les DP. Surtout, c'est impossible, ça serait impossible. Il faudrait en fait que les gens s'informent en permanence. Donc je pense que ce qui est fondamental, c'est de garder une partie d'élus pour travailler pour le travail quotidien, pour les lois quotidiennes et sur les lois importantes pour que les Français se fassent respecter, qu'ils aient un RIC pour les imposer à leurs dirigeants. Pour moi, c'est le meilleur des mondes possible. Juste une phrase par rapport à Fred. Il y a malentendu. Ce que nous mettons en place, c'est en vue de. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, que ça va être opérationnel tout de suite. C'est un droit ouvert. Si effectivement, on dit dans 2 semaines, toute la France y est, effectivement, ce que tu dis, ça se produira. Mais ton expérience, est-ce qu'elle a couvert toute la France et les Outre-mer? N'oublions pas les Outre-mer, qui sont une clé de voûte très importante dans le dispositif. Ils sont aussi pas dans la France. Nous, on dit voilà, on se prépare. Et lorsque tout le monde sera prêt, on se lance. On dit pas ça va fonctionner et puis ça sera les primo-arrivants qui vont faire leur tambouille. C'est pas du tout ça l'idée. Pardon ? Alors, tu es d'accord avec Philippe Murer, du fait ?
Puisque Philippe dit pour pouvoir instaurer le RIC, il faut d'abord qu'on prenne le pouvoir, donc tu es d'accord? Non, c'est pas avec le pouvoir, c'est en préparant une nouvelle infrastructure qui nous permette d'organiser la rédaction de la Constitution. Oui, mais la généralisation n'est possible que si On prend son temps de le faire comme une tortue. D'accord. Ça fait 8 ans ok. qu'on Mais perd c'est notre très temps. courageux Ça et fait 8 je ans qu'on comprends. perd notre temps. Depuis 8 ans, tous les 6 mois, tu as un mouvement qui dit on va tout changer, on va tout changer. Et à la fin, ça finit. Et comment on fait? Comment on fait? À cette réponse du comment, il n'y a jamais eu de réponse, en fait. Concrète, pragmatique, légale, textuelle, avec des outils. Nous, on l'expérimente, elle se met en place. Et en plus, pour filtrer un petit peu les idéologies, il y a, avec nos amis Gilets jaunes constituants de l'URPOA, du Nord et même de Belgique, un contrat d'engagement moral où on filtre les gens qui permettent de ne pas avoir de tout et n'importe quoi, des gens sérieux qui sont là pour discuter intelligemment, de prendre son temps, de se respecter, etc. Ça a été expérimenté par les Gilets jaunes, notamment du 91, et ça fonctionne à merveille. Donc l'idée, c'est de prendre son temps. Savoir si ce filtre ne représente pas, n'est pas imprégné justement de biais idéologiques qui seraient les vôtres, parce que Je te le mettrai, il est à disposition sur ace-carmo.fr, tu peux le télécharger et le les voir. Gilets jaunes du 91. Hein. On trouve de tout. C'est pas que 91, c'est aussi le Nord, c'est aussi un petit peu tout le monde. Moi, je non, voulais... parce que qu'est-ce que vous considérez comme pas sérieux? Typiquement aussi. Les gens qui viennent, qui racontent leur vie, qui règlent leur compte personnel, qui viennent pour défendre un parti politique, etc., etc. L'idée, c'est de travailler la Constitution. La Constitution, elle est apartisane, elle est idéologique, si tu préfères. Alors, par rapport à Philippe Murer, ouais, il y a un biais, mais moi, j'ai l'impression d'entendre Sayès en t'entendant parler, Philippe. Ah, mais pas du tout. Ah bon Non. Bah oui. Non, attends. Bah Moi, si, je dis que le peuple va décider peut une constitution trancher. qui est mauvaise. Mais c'est quoi? Non, ça veut dire que le peuple n'est pas capable mais d'être parce que- intelligent. La constitution de la 4ème République est très C'est mauvaise. les partis politiques, la On peut avoir une 4ème. mauvaise constitution. La 4ème Il y République, avait c'est les un partis gouvernement politiques. tous les 6 mois, les gens gouvernaient, avaient Oui. à peine le temps de prendre les dossiers qu'il y avait un autre gouvernement. Et Oui. donc ça, c'est fondamental. Oui. Mais moi, je suis pas yes. Puisque Oui. je dis quand même la chose suivante, c'est que le pouvoir du citoyen s'impose aux politiques. Il suffit qu'il fasse une pétition, 1 million de voix, il y a le RIC qui est destitué et il s'impose aux politiques, quel que soit ce que veut faire le La 4ème République, c'est des partis politiques qui l'ont créée. Et la 3ème République, il n'y a pas eu de constitution. Ce sont des lois constitutionnelles mises en place par un comité façon Debré. Parce Le peuple, qu'il il a- s'attendait à le retour de la Le peuple, il monarchie. a seulement donné par mandat impératif la construction de la Constitution de 1793. C'est la seule. Et 1789 Alors, avec les États généraux. Il y a C'est tout. une question que je voulais poser à Philippe en un mot, parce qu'on a une question sur le chat. Où en sont sur ces sujets-là les leaders souverainistes et patriotes, et que font-ils? Tu les as réunis, je crois, c'était le jour de la Saint-Valentin. Alors, ils en sont où sur ces questions? Et c'était le 14 février dernier. Ils en sont où sur ces questions? Est-ce que tu peux nous annoncer là ce soir, ça y est, enfin, l'union des souverainistes français, rapidement? Non, l'Union des souverainistes, tout le monde a dit, on a invité les grands mouvements souverainistes, donc Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, les Patriotes, François Asselineau, l'UPR, et évidemment, François Asselineau, malheureusement, n'a pas voulu venir. Refrain connu. Sinon, On peut le tout le comprendre. monde est d'accord dans les mouvements souverainistes pour un référendum d'initiative citoyenne. Après, peut-être que sur les modalités, il y a des petits changements, mais on est tous d'accord. Vous savez, de toute manière, on devrait s'unir parce qu'on est tous, de toute manière, souverainistes, gaullistes, donc, et de droite et de gauche. On est gaullistes, on a la même vue. Évidemment, on va avoir la même vision du référendum d'initiative citoyenne, je pense, à la fin. Et effectivement, ça, c'est une autre chose. L'union, maintenant, il faut la faire concrètement pour les élections, rentrer dans la tambouille pour pouvoir unir tous les partis, avoir un parti commun pour ces élections qui rassemble éventuellement tous les autres partis, quoi. Mais ça, maintenant, on rentre dans ce travail-là, qui est le plus difficile, mais qu'il faut faire absolument pour avoir un candidat souverainiste unique et avoir des souverainistes unis pour la présidentielle et les législatives et encore après. Frédéric, tu veux commenter ce que vient de dire Philippe? Oui, puisque c'est peut-être l'occasion de reboucler avec le sujet de ce direct, à savoir quel RIC, réfléchir en termes de RIC. Et là, il y a peut-être une sorte de mise en abîme très intéressante de ce que pourraient être nos débats. Moi, typiquement, ma communauté, le collectif avec lequel on commence à discuter, et je ne prétends pas, encore une fois, qu'on ait la meilleure hypothèse, c'est pour lancer le débat. Mais nous, on n'arrive pas du tout à adhérer à l'idée d'un RIC avec 1 million de signatures et une belle grande question pour une raison simple. C'est d'un point de vue logique, qui, de notre point de vue, nous bloque vraiment, c'est que de ce fait, on pourrait justement utiliser le RIC pour hiérarchiser les problématiques de telle sorte qu'on ne puisse pas toutes les traiter. C'est-à-dire que moi, ça ne me choque pas qu'on puisse, sur un temps réduit, poser plusieurs questions aux gens, justement parce qu'on estime qu'ils sont capables, de réfléchir. Nous, on ne pense pas que ça va fragmenter le débat.
On pense que si jamais on a un trop gros problème qui devient la préoccupation centrale donc des Français, qui est le principal sujet apporté en RIC et qui nous occupe pendant 6 mois, si on a un trop gros problème, il risque d'occulter les autres. Et donc, par exemple, on ne pourrait pas se prononcer sur l'abrogation de la loi PPE3, on ne pourrait pas discuter même sur le thème que ce soit la TVA, le prix de la baguette de pain, et tout un tas d'autres sujets ayant trait, je ne sais pas moi, à l'éducation et à d'autres sujets régaliens. Et donc, il nous semble très très difficile de rentrer dans ces modalités-là, parce qu'à notre avis, elles peuvent être piratées par des ingénieurs sociaux. Alors, je te réponds rapidement. Je pense qu'à partir du moment où tu mets un RIC, en fait, tu n'auras plus des gens aussi peu vertueux comme personnel politique. À partir du moment où tu n'as plus l'Union européenne, où ils sont obligés d'obéir à l'Union européenne tout en faisant le contraire, tu auras des gens plus vertueux. Et à partir du moment où tu changes le système médiatique, tu auras aussi des candidats plus vertueux. Parce qu'en fait, tout ce système est entièrement pourri, quoi. Mais il n'y a pas que le problème de la constitution du RIC. Il y a aussi le problème des médias. Il y a aussi le problème du parrainage à la présidentielle. Tout le système est pourri. Et si on assainit le système, je pense qu'on n'aura pas une infinité de problèmes avec des représentants politiques de la caste qui votent en rafale des lois contre les Français. Je pense qu'on n'aura plus ça. Et ce qui est important, de toute manière, c'est d'avoir à la fois des élites vertueuses et un peuple vertueux pour une démocratie. Donc, je vais dans ton sens. Tu veux construire quelque chose sur quelque chose de pourri. Un petit mot de Fred et ensuite Hugues et ensuite on conclura. Un petit mot simplement pour terminer le ping-pong, après je me tais. Parce que de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, je vois qu'on est complémentaires et qu'on a intérêt à converger. Donc, je ne suis pas dans une casuistique consistant à dire j'ai la meilleure idée, j'ai préempté la meilleure idée, etc. Ça, je le dis pour nos auditeurs. Je pense que nos auditeurs en ont un petit peu marre de savoir qu'il y a plein de courants démocratiques. Ils n'attendent qu'une émission télé pour discuter. On devrait vraiment discuter plus souvent. Là, typiquement, je trouve que le débat avec Philippe est très constructif. Et je voudrais simplement rebondir sur quelque chose de très important qu'il a dit à mon sens. Il a dit le système est complètement vérolé. S'il est complètement vérolé, un peu comme un système opératif avec énormément de bugs dedans, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bugs à corriger. Dans notre approche, il y aurait à minima, et je voudrais le soumettre à Hugo ou à Philippe, et après je me tais, d'accord, comme idée, il faudrait à ce moment-là partir de ce constat en disant, mais alors, ça implique donc qu'on a beaucoup de questions à poser aux gens. Est-ce que nous, on ne pourrait donc pas avoir une phase, je dirais, de démocratie référendaire accélérée, intensifiée, pendant laquelle on accepterait ce coup d'entrée, à mon sens incontournable, qui est de poser beaucoup de questions d'un coup au peuple français, du type une demi-douzaine par mois pendant 1 an, pendant 18 mois, peu importe. Moi, je pense personnellement, et ça je le dis de manière très contestable parce que je n'ai parlé pour le coup qu'avec mon intuition, que les gens sont mûrs pour ça, qu'ils sont en train d'être eux-mêmes demandeurs du passage à la maturité et qu'ils ont envie justement qu'on les consulte. Pardon pour l'écran noir. Alors, je suis parfaitement d'accord avec toi, Frédéric. En 2 secondes. Je pense qu'il va y avoir une phase accélérée référendaire et qu'un président qui arrive au pouvoir, qui veut changer ce système vérolé, qui veut surtout s'affronter à toute la caste qui tient le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État. Il va falloir avoir des référendums là-dessus. La sortie de l'Union européenne et tout un tas de choses. Il va falloir gouverner par référendum pour imposer le peuple contre la caste et la caste se taira. Donc tu as parfaitement raison. En fait, il va falloir beaucoup de référendums au départ pour imposer à la caste de se taire et lui enlever son pouvoir. Merci pour ce bel exemple de convergence. Alors, justement, des référendums. De convergence, comme quoi en discutant, on arrive à des résultats géniaux. Alors, des référendums à gogo, c'est le but de cette émission depuis qu'elle existe. Alors, imaginez la France version Ric Toxin, qui en 4 mois a rétabli la peine de mort, peut révoquer les juges par référendum, a mis en place le chèque éducation, le service militaire, la privatisation de l'audiovisuel public et est sorti de l'Union européenne. Alors on va me dire beaucoup de choses de droite. Il y a aussi la légalisation du cannabis, validée par le public de Toxin. Alors tout de suite, je dis évidemment aucune prétention à ce que le public de Toxin soit représentatif statistiquement au sens des sondages qu'on connaît. Évidemment que non, mais leurs décisions, on le constate quand même semaine après semaine, correspondent au gros des sondages qu'on connaît et qui répètent les mêmes choses de mois en mois depuis des années. Le public Toxin, on lui a demandé aussi la taxe Gzuckman, il est contre, tout comme les Français. Le droit de vote des étrangers, il est contre, tout comme les Français. Ou l'abattage rituel, il est contre, tout comme les Français. Mais qu'est-ce que ça vous inspire, vous, c'est cette litanie de questions et les réponses qui leur ont été apportées par le public de Toxin? Ce sera aussi votre mot de la fin et de conclusion. En commençant par toi, Hugues. Moi, je vais faire une réponse alambiquée. En fait, ça sera le RIC que vous voulez. Mais le système actuel ne me permet pas de l'appliquer parce qu'il n'est pas vérolé, il est verrouillé.
et tu n'auras jamais accès au pouvoir pour pouvoir changer la Constitution. Si tu veux mettre en place le RIC, n'importe lequel qu'il soit, il te faut changer 2 constitutions. Si tu espères changer la Constitution actuelle en passant par elle et les élections, tu te fourvoies, tu n'y arriveras jamais. Et c'est pour ça que nous, on part du principe que l'on construit quelque chose d'autre à côté, au nom de règles qui nous permettent de le faire. C'est la grande différence. Donc le postulat, l'hypothèse de départ n'est pas la même. Sur la fin, on est d'accord, c'est exactement la même chose. Bien évidemment qu'on veut de la consultation citoyenne, des initiatives citoyennes pour faire le RIC de ce que tu veux, etc. Mais c'est pas trop la question. La question première, c'est est-ce qu'on peut le faire dans le contexte actuel ? Et aujourd'hui, on peut pas. Tout est verrouillé. Comme je répète, tu ne règles pas un problème avec sa cause. La présidentielle rend fou. Et c'est le problème, la présidentielle. L'élection, c'est quand même fou d'imaginer de mettre en place un mandat impératif en passant par le mandat représentatif. C'est contradictoire. Donc nous, on préfère faire fi de tout ce qui existe. Et je rappelle que 78% ou 67% des Français ne croient plus au système politique et à la classe politique, et que l'abstention grimpe en flèche, parce que les gens veulent un autre dispositif, un autre mode de fonctionnement sur lequel il faut y avoir une réflexion, mais les conditions de la réflexion du débat n'existent pas. Donc nous, de façon pragmatique, simple et claire, on tente de mettre en place des outils de discussion et de débat pour réfléchir ensemble avant de le faire, et dans l'hypothèse surtout de bien quadriller tout le pays. Tant qu'il y aura un trou dans la raquette, ou des trous dans la raquette, on ne pourra pas le faire. Si des gens dans n'importe quel coin de France veulent rejoindre votre initiative et créer des assemblées constituantes dans leur coin, ils doivent contacter qui ? Ils vont sur www.acl-carmo.fr. ACL comme Assemblée constituante locale. Carmo, CARMAUX, la ville de Carmo des combats de Jean Jaurès, .fr. Ils vont à l'onglet projet, et il y a tous les outils qui sont impersonnels, qui nous appartiennent pas, ils les téléchargent, ils les lisent. S'il y a besoin de questions, ils nous interpellent, il y a un contact, et ensuite on peut se déplacer, puis il y a toute une ramification de copains et de copines qui sont partout en fait. C'est parfait, merci Hugues. Alors en guise de conclusion, Philippe Murer, et de réflexion sur le résultat d'Éric Tocsin. Accès au pouvoir, il faut pas être défaitiste. Pareil, j'étais à 3% avec son parti Réforme UK il y a 2 ans. Il est maintenant à 33%. Et s'il y avait un vote demain, il serait Premier ministre et il écraserait complètement les travaillistes et les conservateurs. En partant d'un score du niveau de Dupont-Aignan aujourd'hui, 3%. Donc tout peut changer à tout moment. Ils ont construit des barrages en verrouillant, mais les barrages sont au point d'exploser, sont pas loin. Maintenant, à nous de les faire exploser. Deuxième point, moi je crois beaucoup en l'intelligence collective. Et d'ailleurs, les programmes du MPC ont été construits avec plusieurs personnes à chaque fois pour l'enseignement, des résistants, des adhérents du MPC, des simples citoyens. Et je crois beaucoup à l'intelligence collective et au débat qui permet de voir une problématique sous toutes ses facettes. Donc pour moi, l'Éric Tocsin, c'est très intéressant, mais ça se fait sur 1 heure de discussion. En fait, un vrai référendum, c'est une simulation. Exactement, c'est une simulation qui est hyper intéressante. Et sur un référendum, il y a 6 mois de débat. Et par exemple, le référendum sur le traité constitutionnel de l'Union européenne, au départ, il y avait 35% de gens qui étaient contre. À la fin, on obtient 55%. Parce qu'il y a eu un débat avec une véritable intelligence collective qui a été déployée, des citoyens, des personnalités. Et à la fin, en fait, la vérité s'est dévoilée, c'est que les Français ne voulaient absolument pas de ce référendum constitutionnel. Je pense que le temps long change aussi les résultats d'un débat sur un référendum. Très bien, merci Philippe. Et ta conclusion, Fred ? Rapidement, moi je déplore toujours le fait que les mouvements démocratiques soient souvent dans des logiques un petit peu d'ergotage les uns envers les autres, etc. Parce qu'on a toujours l'impression que même là où il y a beaucoup de générosité, beaucoup d'abnégation, voire même du sacrifice, il y a une petite forme de quasi-snobisme intellectuel que j'ai constaté souvent et qui empêche de se poser et de vraiment bosser ensemble, alors même qu'on n'a peut-être pas la même conviction démocratique. Alors comment surmonter ça ? On peut, sans se contredire, créer ensemble une forme de syncrétisme des différentes doctrines démocratiques. Il suffit de les installer dans une chronologie. Exemple, le local n'est pas évidemment incompatible. Voilà, pour faire simple, le logiciel, le système opératif d'Hugo n'est absolument pas incompatible avec celui de Philippe. Moi, je suis intimement persuadé que tout ça peut se complémentaire. Merci beaucoup. Alors, je ne vous ai pas répété, chers spectateurs, plusieurs fois pendant la vidéo de liker, parce que voilà, ça va devenir une rengaine, mais
Ceux qui ont regardé cette vidéo, qui sont en train de la regarder même en différé, likez cette vidéo, appuyez sur le pouce. On en a grand besoin pour le référencement de cette émission et de cette chaîne. Toxin Plus, vous pouvez activer aussi la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos et vous abonner à la chaîne. Partagez aussi à tous ceux qui sont autour de vous et que ça pourrait intéresser. Et enfin, sur toxin-media.fr/nous, c'est l'endroit, le seul endroit pour activer la ligne directe avec Toxin et nous aider, faire une contribution mensuelle pour nous aider à nous projeter. Un grand merci à nos 3 contributeurs de ce soir, Hugues Debot, Philippe Murer et Frédéric Bascugnana, pour toutes vos réflexions, tout le travail que vous avez fait dans vos formations citoyennes. J'espère qu'on a éclairé un petit peu plus ce soir le débat sur le RIC en rentrant dans les détails. Pour le programme de demain, évidemment, puisque vous retrouvez à 7h30 du matin Clémence Oudiakova pour la matinale Toxin. Sur l'ASE, un dispositif totalitaire, l'enquête de Vincent Pavant. Et évidemment, d'autres sujets tout au long de la matinale de Clémence, de l'émission d'André le midi et sur la chaîne Toxin Plus, toutes les émissions de l'après-midi. L'émission scientifique d'Alexandre Cugnage, l'émission historique avec Eric Branca et le RIC de la semaine que vous pourrez retrouver sur la playlist du RIC de la semaine sur Toxin Plus. Toutes les émissions depuis le début et tous les votes, tous vos votes, cher public. Voilà, c'était tout pour ce soir. Un grand merci à vous qui nous avez regardés, à nos invités pour leur contribution. Bonne soirée et à mercredi prochain.